Mercredi 22 février 2023, chers téléspectateurs, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition. Tout de suite, à la une de l'actualité de ce jour, une nouvelle façon de travailler et d'accélérer la mise en œuvre des travaux qui améliorent la vie de la population s'impose désormais au gouvernement, a déclaré aujourd'hui le président de la République, Ange Radouane. Le travail, les projets et les stratégies des ministères respectifs seront plus transparents et la population sera toujours informée afin qu'elle puisse mesurer le travail accompli. Les nouveaux ministres nommés pour former le gouvernement qui ont été relevés au public dans la journée ont immédiatement commencé à annoncer leurs projets. Les détails avec Judika Rajianirin et Andrew Razajaibe. Ce nouveau gouvernement sera différent. Déjà, leur habit, lors de leur nomination, reflétait leur région d'origine. Aujourd'hui, lors de la première participation au Conseil des ministres, un comportement qui reflète leur proximité avec la population et leur région. Pour cela, une nouvelle façon de travailler et d'accélérer la mise en œuvre des travaux qui améliorent la vie de la population s'impose désormais pour le gouvernement. Le président a été ferme, soulignant à l'adresse de ces nouveaux ministres qu'ils doivent établir un calendrier clair et informer le public sur les projets qu'ils envisagent de réaliser. Ce qui signifie des travaux mesurables et des projets à réaliser et ceux effectués qui doivent être donc rapportés à la population. Aujourd'hui, les nouveaux ministres ont commencé à informer sur leurs projets. Ils ont tous fait un résumé des tâches prioritaires dans un bref discours. De plus, le président leur demande de réaliser des projets qui répondent vraiment aux besoins et aux attentes de la population. Par exemple, le président a exigé un calendrier et une stratégie claire concernant la réhabilitation des routes dégradées. La priorité pour le nouveau ministre de la Justice et le ministère du Travail, de l'Emploi et de la Fonction publique était axée sur l'éradication de la corruption. Par ailleurs, l'un des messages du président à tous les membres du gouvernement est également qu'il devrait examiner la nécessité d'aider les habitants maintenant que le cyclone Freddy est passé et a dévasté de nombreux districts dans toute l'île. Le président a d'ailleurs exprimé ses condoléances aux victimes et a déclaré qu'il se rendait dans les jours à venir dans les districts touchés par ce cyclone. Concernant les actualités du cyclone Freddy, vers 15h cet après-midi, le cyclone Freddy est sorti en mer dans le canal de Mozambique au niveau de la région Atsimonjefen, précisément dans la commune de Morombe selon Météo Madagascar. Cependant, les conditions météorologiques en mer sont toujours dangereuses. Ainsi, les usagers de la mer ne doivent pas encore reprendre leur activité, partant de Mananzar jusqu'au Cap Sainte-Marie et de Cap Sainte-Marie jusqu'à Morundave, selon toujours Météo Madagascar. Reportage. Le cyclone Freddy est sorti en mer vers 15h cet après-midi dans le district de Morombe, région sud-ouest selon Météo Madagascar. Sa force a continué de diminuer lors de son entrée sur les terres de la Grande Île et lors de sa sortie en mer, il est accompagné de vents de 45 km/h avec des rafales de 55 km/h près de son centre. Il continue son trajet vers l'ouest et avec une vitesse de 35 km/h. Les précipitations diminuent progressivement dans la partie ouest de l'île. Par conséquent, toutes les alertes ont été annulées, mais les usagers de la mer ne devraient pas encore reprendre leur activité avant demain matin car les conditions météorologiques en mer sont encore dangereuses, notamment partant de Mananzar vers Cap Sainte-Marie et Cap Sainte-Marie jusqu'à Morundave, selon Météo Madagascar. Chacun est exhorté à toujours respecter les consignes données, même si le cyclone a déjà quitté Madagascar. Concernant le bilan de ce cyclone, 4 personnes ont été confirmées avoir perdu la vie à la suite du passage du cyclone Freddy dans notre pays. Selon le rapport du BNGRC, 16 660 personnes sont sinistrées, soit 4 083 ménages, dont la majorité se trouve dans la région de Vatvavi. Comme l'a confirmé le directeur du BNGRC aujourd'hui, il y a déjà eu des aides envoyées dans les régions susceptibles d'être touchées par ce cyclone 5 jours avant l'arrivée de Freddy. Reportage sur les images de Yves Chanel. 4 personnes sont décédées suite au passage du cyclone Freddy dans notre pays. Un à Manour, quand la personne est encore allée pêcher alors que le niveau de la mer a monté, et 3 autres, toutes de la même famille, à Balavao, région de Matiachambou, quand leur maison s'est effondrée. Selon le rapport du BNGRC aujourd'hui, il n'y a pas eu de personnes portées disparues jusqu'à présent. 6 régions dans la partie sud-est de l'île ont été sévèrement touchées par le passage de ce cyclone, faisant 16 660 sinistrés, répartis dans 4 083 ménages. La région de Vatvav a été la plus touchée, car 12 083 des personnes sinistrées sont toutes originaires de cette région, soit environ 3 003 ménages.
De plus, il y avait aussi 2376 cases inondées et 2267 cases endommagées, selon toujours le rapport. Comme le directeur du BNGRC l'a confirmé aujourd'hui, il y avait déjà des aides qui ont été envoyées 5 jours avant que ce cyclone Freddy ne touche les terres de la Grande Île, notamment du riz pesant 159 tonnes, de l'huile, des légumineux, divers équipements et bien d'autres encore. Ce cyclone Freddy avait presque la même force, puissance et direction que le cyclone puissant de l'année dernière, Batirai. Mais cette année, on peut dire que la plupart des gens étaient bien préparés et ont suivi les organisations établies, de sorte que le nombre de vies perdues n'a pas été plus élevé que l'année dernière, comme l'a déclaré le directeur du BNGRC aujourd'hui. Et selon toujours les explications, il y aura une réunion tenue par les acteurs au sein du BNGRC pour examiner de près comment apporter diverses aides et assistances à ces personnes sinistrées, notamment en termes de santé, d'infrastructures et bien d'autres. Dans un tout autre sujet, la poursuite et l'achèvement des grands projets, la réhabilitation des routes nationales dégradées, surtout la RN2, sont parmi les priorités du ministre des Travaux publics. Le contrôle de tous les travaux en cours seront également renforcés, a affirmé le nouveau ministre des Travaux publics, le colonel Liva Ndiamyad Andjiana-Chain, durant sa passation de fonction avec le ministre des Travaux publics sortant, Jerry Adjefnjasan, à nous ce jour. Reportage avec Natera Koutmaouf et Nzar Hadji Antsou. Les travaux d'urgence sont déjà en cours au niveau des routes nationales, mais aussi les grands projets sous la houlette du ministère des Travaux publics. Parmi les priorités figure la réhabilitation de la route nationale numéro 2 reliant Antananarive et Touamassn, selon le ministre des Travaux publics aujourd'hui. La route nationale numéro 2 est parmi les routes nationales les plus dégradées en ce moment du fait de la circulation des véhicules poids lourds. De ce fait, les dimensions de cette route nationale seront modifiées et renforcées afin qu'elle puisse supporter ces véhicules, souligne le colonel Liva Ndiamyad Andjiana-Chain. Parmi les problèmes à résoudre également figure le décaissement du budget des fonds routiers, affirme le ministre des Travaux publics sortant. Le ministre des Travaux publics actuel a souligné qu'il fera de son possible pour accélérer le décaissement de ces fonds face aux travaux qui attendent encore le ministère dans la réhabilitation des routes. Par ailleurs, le ministre des Travaux publics a souligné que les contrôles des travaux en cours seront renforcés pour en garantir la qualité. Il est à rappeler que le ministre des Travaux publics sortant, Jerry Adjefnjasan, a déposé sa démission le 27 décembre dernier et que le président de la République a accepté, affirme-t-il, sans pourtant énoncer les raisons de cette démission. La passation de fonction entre ce ministre sortant et le nouveau ministre des Travaux publics, le colonel Liva Ndiamyad Andjiana-Chain, a été effectuée aujourd'hui au ministère à Nosy. Toujours dans ce même contexte, les efforts se poursuivront pour améliorer le secteur du transport à Madagascar, que ce soit le transport aérien, terrestre ou maritime, a annoncé le nouveau ministre des Transports et de la Météorologie aujourd'hui. Il a également affirmé que beaucoup reste à faire dans le domaine de la prévision météorologique, sans parler de l'équipement du centre de prévision et du BNGRC. Tout cela dans le but d'atteindre les objectifs fixés par le président de la République. La passation entre le nouveau ministre Valérie Ramundzaville et l'ancien ministre Roland Ranzatwil a eu lieu ce jour à Nosy. Reportage sous les images de Yves Chanel. La priorité est d'examiner de près le secteur du transport qui se révèle plus important pour le développement de Madagascar, conformément aux objectifs fixés par le président de la République à travers les Valley Rounds, selon le nouveau ministre des Transports et de la Météorologie, Valérie Ramundzaville, notamment la finalisation de la ASSR ou aire de service, de sécurité et de repos, la promotion et les travaux de développement de Madagascar Airlines, une attention particulière pour le FCE et le transport ferroviaire en général, et la mise en place du train urbain et du téléphérique qui fait partie des vélins du président de la République. Par ailleurs, la rénovation des équipements au sein du centre de prévision météorologique et du BNGRC est nécessaire selon toujours le nouveau ministre. La passation entre ce nouveau ministre des Transports et de la Météorologie, Valérie Ramundzaville, et l'ancien ministre Roland Ranzatwil, qui est désormais chargé de la gestion de l'ASECNA, a eu lieu ce jour à Nosy. Lors de cette passation, le nouveau ministre a également confirmé que la coopération avec les autres ministères sera renforcée.
Ensuite, le projet PAEB ou projet d'appui à l'éducation de base s'est achevé officiellement aujourd'hui à l'Ibis en Gourdjane. Il s'agit d'un projet de l'INFP et de l'UQTR, Université du Québec à Trois-Rivières depuis 2021, qui vise à former les enseignants et renforcer leurs capacités. Le but est de vulgariser la formation aux formateurs au niveau de toutes les régions afin d'assurer une éducation de qualité. Parmi les besoins qui doivent être satisfaits mais aussi améliorés au niveau de l'éducation en général dans le pays figurent les méthodes pédagogiques et didactiques avec l'amélioration de la connaissance de la langue utilisée dans le domaine de l'éducation. Afin d'apporter des solutions à ces besoins, le projet PAEB a été mis en place par l'NFP en collaboration avec le QTR ou Université du Québec à Trois-Rivières. Ce projet vise à former les enseignants et à décentraliser cette formation à tous les formateurs dans la Grande Île, notamment au niveau des DREN, des Cisco et des AP, selon le responsable des partenariats au sein de l'INFP. Le QTR étant déjà établi à Madagascar depuis 40 ans s'associe avec l'NFP à travers ce projet, mais aussi un projet de transfert d'expertise intitulé « Jeunesse malgache compétence au travail ». L'objectif de ces projets, outre l'amélioration de la qualité de l'éducation dans le pays, est également de réaliser le Velerin numéro 4 du président, souligne le directeur de l'NFP. Le projet PAEB s'est achevé aujourd'hui ici à l'Ibis en Gourdjane, mais le projet GMCT se poursuivra jusqu'en 2024. Ce projet se fait en collaboration avec 9 établissements malgaches et financé par Affaires mondiales Canada, l'Agence universitaire de la francophonie et le QTR. Dans le secteur touristique, le métier de guide touristique a une place importante dans le secteur du tourisme. Selon les explications, les guides comptent pour beaucoup dans le succès de la visite touristique, en ce sens qu'ils sont les communicateurs et les informateurs sur le patrimoine et les trésors uniques du pays dans toute la Grande Île. À ce titre, ils doivent montrer du professionnalisme, précise l'Association des guides touristiques à Madagascar. Par ailleurs, ils dispensent une formation aux jeunes qui veulent devenir guides touristiques, notamment mardi, lors de la célébration de la Journée mondiale des guides touristiques. Les détails avec Aniana Martina et Nza Hadjiantsu. Rico Rakutfaza est guide touristique depuis déjà 34 ans maintenant. Il est également président de la Fédération nationale des guides touristiques de Madagascar. Selon lui, ce métier est sacré, mais il reste encore quelques erreurs à corriger, conséquence du déséquilibre des revenus. Être guide touristique est un travail formidable car vous pouvez voir différents endroits et interagir avec de nombreux étrangers du monde entier et également des Malagasy. Cependant, cela nécessite la maîtrise de diverses disciplines, y compris la maîtrise de nombreuses langues étrangères et de l'histoire de Madagascar. Guide touristique professionnel, premier responsable du développement du secteur du tourisme, c'est le thème lors de la célébration de la Journée mondiale des guides qui s'est tenue hier. Une visite des lieux historiques d'Antananarivo a eu lieu durant laquelle les guides touristiques professionnels ont emmené les jeunes novices en partant d'Antananarivo jusqu'au palais de Manzakamiadan. Et en ce qui concerne maintenant les actualités internationales, entre pénurie et risque de violence, les Nigérians s'apprêtent à élire samedi 25 février le prochain président du pays le plus peuplé d'Afrique lors d'un scrutin qui s'annonce tendu et dont l'issue reste incertaine. Reportage sur les images de France 24. Une démonstration de force. À son arrivée dans ce stade de Lagos, Bola Tinubu salue ses partisans depuis ce bus impérial en compagnie du président sortant Muhammadu Buhari. Le candidat de l'APC, formation au pouvoir depuis 8 ans, l'affirme. Il est celui dont le Nigeria a besoin. Tout l'agenda que nous avons fixé dans notre programme, dans notre manifeste pour un nouvel espoir, sera appliqué assidûment et vigoureusement, avec toute notre énergie. Un meeting destiné à montrer la popularité de Bola Tinubu avant le scrutin présidentiel. Mais ce riche homme d'affaires est en terrain conquis à Lagos. Gouverneur de la ville dans les années 2000, il garde une influence importante sur l'économie et la politique locale. Mais dans le pays, les pénuries de carburant et d'argent liquide attisent la colère de la population. Un mécontentement qui pourrait profiter à l'outsider Peter Obi, très apprécié des jeunes, ou à l'ancien vice-président Atiku Abubakar. Si vous nous accordez votre mandat, nous tiendrons nos promesses et nous nous assurerons d'avoir un pays uni et pacifié.
Samedi, près de 95 millions d'électeurs seront appelés aux urnes. Le prochain président devra composer avec une inflation supérieure à 20% et une insécurité causée par les groupes djihadistes et les bandes criminelles. Ensuite, au Brésil, Rio de Janeiro a célébré dans la nuit de lundi à mardi 21 février ses pleines retrouvailles avec l'allégresse, la démesure et la splendeur de son célèbre carnaval après la parenthèse du Covid-19. Sur le Rio de Brésil, le carnaval représente pour la ville une découverte importante. Au moins 5 millions de touristes accueillis pendant un mois, des hôtels remplis à 15% selon les estimations. Toujours avec France 24. Le Sambodrome de Rio en frémit d'impatience. 12 écoles de samba s'apprêtent à défiler sur les 700 mètres de l'avenue devant des dizaines de milliers de spectateurs. Parmi les 3000 danseurs, certains viennent de loin pour participer au carnaval de Rio, annulé 2 années de suite à cause de l'épidémie de Covid-19. J'habite à Melbourne où nous avons eu le plus long confinement du monde. C'est aussi la première fois que je suis à l'étranger, donc ça fait bizarre d'être entouré de tant de gens. Mais c'est incroyable, c'est vraiment incroyable. Le défilé s'élance dans un hommage à l'Inde et au rite hindou, à la beauté de la nature ou encore aux cultures indigènes. Une expérience inoubliable. L'euphorie est immense, il y a une grande énergie. Défiler pour l'école de samba Imperatrice, c'est merveilleux, c'est inexplicable. Je suis très heureuse, c'est mon premier carnaval et je commence avec l'école de samba Imperatrice. C'est donc maintenant l'école de mon cœur. C'est le premier carnaval parmi tant d'autres. Surnommé au Brésil le plus grand spectacle de la Terre, le carnaval représente pour la ville de Rio une manne importante. Au moins 5 millions de touristes accueillis pendant un mois, des hôtels remplis à 95%, et selon les estimations, 800 millions d'euros engrangés cette année. Dans ce reportage de France 24, suivons la visite d'un bus pas comme les autres. À la place des sièges, des ordinateurs portables accessibles aux écoliers issus de milieux modestes. À l'origine de ce contexte, Jeremiah Cooper, conscient de la nécessité d'initier les enfants à l'informatique. Il attend les élèves à la sortie des cours, mais ce bus n'a pas vocation à les ramener chez eux. À l'intérieur, une dizaine d'ordinateurs portables sont mis à disposition des écoliers pour les initier à l'informatique. Ce laboratoire mobile, c'est le projet de Jeremiah Cooper, qui se souvient encore de son premier jour à l'université. Je ne savais même pas comment allumer un ordinateur, mais j'ai choisi d'étudier l'informatique. J'ai été humilié le premier jour. Mes doigts se sont figés sur le clavier. Je ne savais pas m'en servir. C'était la honte. Depuis, je rêve de pouvoir initier les enfants à l'informatique. Ce rêve, Jeremiah l'a réalisé il y a quelques années en lançant sa start-up, le New Breed Tech Hub. Ses locaux se trouvent à Ganta, dans le nord du Libéria, où l'accès à l'informatique est extrêmement restreint. Grâce à un financement des Nations Unies, Jeremiah a également pu racheter ce bus et le transformer en salle de classe. Un moyen de toucher encore plus d'élèves avides d'approfondir leurs connaissances informatiques. Les élèves sont enthousiastes, ils veulent apprendre. Ils aimeraient même qu'on vienne les voir plus souvent. L'ordinateur, c'est très important. Ça nous permet d'écrire plus vite et sans faire d'erreurs. L'un des pays les moins développés au monde, le Libéria est également à la traîne en matière d'Internet. Seuls 26% de la population y avait accès en 2020, contre 70% en Afrique du Sud. Et c'est avec ce reportage, mesdames et messieurs, que nous terminons cette édition d'aujourd'hui. Nous vous remercions de l'avoir suivi jusqu'à son terme. Je vous donne rendez-vous demain pour de nouvelles actualités. Au revoir.